PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, l'émission 100% immobilier de Sud Radio. Et c'est bien sûr avec vous, Marc Ezrati. Bonjour Marc. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Et puis on rappelle bien sûr à nos auditeurs, si vous avez des soucis avec votre propriétaire, vos locataires, si vous n'arrivez pas à vendre votre maison ou votre appartement, avec nos partenaires de PAP, on répondra bien sûr à toutes vos questions dans le coaching IMO. Vous nous appelez au 0826 300 300. Mais juste avant, comme d'habitude, on démarre avec le journal de l'IMO. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle IMO, le journal. Et on commence, Marc, avec l'Institut Paris Région, l'agence d'urbanisme d'Île-de-France, qui a sorti une étude qui fait le point sur 20 ans de construction dans cette région. Qu'est-ce qu'on y apprend, Marc ? Alors, on y apprend qu'entre 2000 et 2020, pas moins de 660 000 logements ont été mis en chantier dans une région qui accueille 50 000 nouveaux habitants par an. Sur les 10 dernières années, on constate le recul de la construction de maisons, moins 9%, et la forte augmentation des appartements, plus 78%. Ce qui est plus surprenant, Laurence, c'est que pour une structure de logement identique, la superficie moyenne des logements neufs a perdu 9 mètres carrés. Ça veut dire qu'un F2 des années 2000 était plus grand de 9 mètres carrés en moyenne qu'un F2 de nos jours. Ah oui, c'est étonnant ça. Concernant le parc social, qu'est-ce que nous dit cette étude ? Eh bien, concernant le parc social, on compte 20 700 nouveaux logements construits entre 2011 et 2020, alors que l'objectif fixé par la loi SRU était de 32 000. En cause, la production de logements social qui dépend de la production de logements privés, alors que celui-ci a une offre sociale peu présente au sein des programmes de construction. C'est bien dommage, Laurence, d'autant quand la région Île-de-France concentre 10% de population française mal logée. Voilà, puis la loi SRU, il faut rappeler que c'est la loi Solidarité et Renouvellement urbain. Voilà. Marc, on parle des passoires thermiques. Vous allez nous donner le classement des départements les plus concernés. Et oui, et comme vous le savez, Laurence, les logements G+, sont interdits à la location depuis le 1er janvier. Le site HelloWatt, spécialisé dans la consommation d'énergie, a établi un classement des départements comportant le plus grand nombre de logements classés G+, et c'est la Lozère qui arrive en tête avec 29%, suivi par le Cantal, 27%, la Creuse, 26%, les Hautes-Alpes, 18%, Paris arrive également ex-aequo à cette 5e position avec 18% de logements en G+. Sans surprise, Paris est premier en termes de nombre de logements classés G+, mais pas en termes de construction. La capitale compte près de 15 000 logements classés G+, sur les 126 000 répertoriés par l'ADEME en France. Ok, vous nous amenez à Toulouse, Marc. Alors, c'est quoi cette histoire ? Un locataire mécontent qui aurait inondé de mails sa propriétaire, c'est ça ? Oui, c'est un homme de 31 ans qui a pété un plomb, on peut le dire comme ça. Et en pleine nuit, il a passé une quinzaine de coups de fil et envoyé pas moins de 240 mails à sa propriétaire, à peine plus âgée que lui. Certains de ces mails contenaient même des menaces de mort, ce qui a amené la propriétaire à porter plainte, interpellé et placé en garde à vue. Il a reconnu les faits. Et détail inquiétant, une hache a été découverte lors de la perquisition à son domicile. Quoi qu'il en soit, le locataire devra prochainement répondre de ses actes devant le tribunal de Toulouse. On ne connaît pas l'origine du litige alors, hein. C'est étonnant. Un impayé de loyer. Ah, un impayé de loyer, oui. Pour terminer, autre histoire qui se termine bien cette fois-ci pour une locataire qui devait quitter sa maison. Eh oui, il y a des histoires qui se terminent bien. C'est le cas, ça s'est passé près de Louviers, dans le département de l'Eure. Tout avait commencé par un courrier envoyé par une propriétaire à sa locataire, l'informant vouloir récupérer son bien situé en bord de Seine. Pendant plusieurs mois, la locataire a effectué de nombreuses démarches pour bénéficier d'un relogement dans le parc social, mais sans succès. La locataire a fini par contacter la presse locale pour tenter de trouver une solution. L'histoire a ému jusqu'à sa propriétaire, qui a finalement décidé de renouveler pour 3 ans le bail de sa locataire. C'est bien une histoire qui termine bien. Merci beaucoup Marc. Dans quelques instants, on vous retrouve avec votre invité pour le Mac de la semaine. On parlera des nuisibles. Oui, toutes ces petites bestioles là qui... Les rats, les punaises de lit, tout. Sympa, qui se rabattent dans nos maisons et dans nos appartements. Vous restez bien sûr à l'écoute de Sud Radio. Et tout de suite. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO.
C'est la suite dans Parlimo, l'émission 100% immobilier de Sud Radio avec Marc Ezrati. Tout de suite, c'est le Mac de la semaine. Ce matin, on est avec David Quadio pour parler des nuisibles, tous ces nuisibles qui gâchent la vie de nombreux Français chaque année. Sud Radio, on parle IMO, le Mac de la semaine. Avec Elio, expert de la rénovation énergétique des logements. Rendez-vous sur elio.com. Bonjour David Quadio. Bonjour. Alors David, on est encore pour quelques jours en avril. Est-ce qu'on commence déjà à voir dans votre activité une augmentation des problèmes liés aux nuisibles ? Alors tout à fait, nous observons comme chaque année en cette période du mois d'avril une augmentation du nombre de demandes de traitement, principalement sur les rongeurs cette année, rats et souris, un peu moins sur les insectes, qui s'explique tout simplement par des températures assez basses en deçà des normales saisonnières. Donc on est sur une augmentation importante sur les rongeurs, mais beaucoup moins sur les insectes sur ce début du mois d'avril. Alors, il y a quelques semaines, on a eu une longue grève des éboueurs. Est-ce qu'il y aura plus de rats cette année dans les rues des grandes villes ? Je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour en mesurer son impact dans le temps. Mais la présence des déchets alimentaires en profusion sur le mois de mars a eu vraisemblablement un impact sur l'augmentation de la présence de rats en ce début d'année. On avait déjà eu l'année dernière une augmentation entre 2021 et 2022 de 25% du nombre de demandes. Une telle abondance de nourriture, même sur une période aussi courte, pourrait même nous amener vers un niveau de population de rats jamais observé jusqu'à nos jours dans nos villes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement préoccupant. C'est pas rassurant, David. David, quand on habite en immeuble dans une grande ville, comment on fait pour les empêcher de rentrer dans nos parties communes ? Je pense que la meilleure façon de les empêcher de rentrer dans notre immeuble, c'est de tenter de couper l'accès à une source alimentaire, comme par exemple le local poubelle, tout simplement en positionnant des balais de bas de porte en deçà de la porte qui donne accès au local poubelle, par exemple. Bien sûr, uniquement s'il y a un jour important sous la porte, mais également d'éviter de laisser des sacs poubelles en dehors du conteneur à poubelle, tout simplement. Et d'une manière générale, tous les détritus alimentaires accessibles dans les parties communes de l'immeuble, de veiller vraiment à ce qu'ils ne soient pas accessibles par les rats. 2024, c'est encore un peu loin, mais est-ce que vous pensez que le problème il sera réglé d'ici là ? Je pense très sincèrement que le problème sera complexe à régler d'ici 2024, sauf une volonté politique forte ou des moyens financiers de lutte importants, car le problème a déjà pris une telle ampleur. Dans plusieurs grandes villes, on observe des rats en plein jour. On pourrait y arriver, mais il nous reste encore peu de temps et beaucoup de choses à faire. J'ai peur que malheureusement les touristes soient confrontés en 2024 à la vue des rongeurs en plein jour à Paris. Ouais. Il y a de très fortes chances. Ouais. Tiens, on va parler des punaises de lit. Est-ce qu'elles sont plus nombreuses en ce moment ? Alors oui, les punaises de lit sont toujours plus nombreuses pendant la période du milieu de printemps et été, c'est ça. Et période estivale. Avec l'augmentation des températures, le cycle de reproduction est toujours plus rapide. Juste pour vous donner un ordre d'idée, une punaise de lit pond habituellement 6 à 8 œufs par jour. Et ce nombre peut quasiment doubler avec une température comprise entre 25 et 28 degrés. C'est dire l'impact que peut avoir l'augmentation des températures. Alors, dites-moi, on a souvent l'impression qu'on est démuni face à ce problème de punaises de lit. C'est assez anxiogène. Est-ce qu'il y a rien d'efficace qui existe pour lutter contre elles ? Alors, il y a bien évidemment des méthodes efficaces. On décèle deux types de traitements principalement, que sont le traitement mécanique, le traitement chimique. Le premier étant plus accessible au grand public, qui consiste à utiliser des appareils type des traitements à vapeur que l'on applique directement sur le matelas, sommier ou le canapé, et d'une manière générale toutes les zones refuge de la punaise. Mais la réussite dépend surtout du niveau d'infestation. En effet, lorsque l'infestation dure depuis un certain temps ou que le logement est un peu encombré, là, à ce moment-là, il est important de faire appel à une entreprise spécialisée qui pourra combiner les deux traitements. C'est ça. Voilà, voire même utiliser des moyens comme la détection canine pour augmenter les chances de réussite du traitement. Après avoir parlé des punaises de lit et des rats, il nous reste les moustiques. Est-ce qu'ils sont plus nombreux cette année en France ? Ils sont plus nombreux en France depuis plusieurs années en réalité.
et principalement le moustique tigre, la faute à des hivers très doux. On observe également une présence de moustiques sur une période de plus en plus longue dans l'année, qui peut aller bien souvent du mois de mars jusqu'au mois de novembre. Rapidement, est-ce que vous pouvez donner un conseil à ceux qui nous écoutent ce matin sur Sud Radio et qui sont envahis chaque année de moustiques? Ce qu'il faut savoir, c'est que la présence d'eau est obligatoire pour le développement du moustique, car c'est ce lieu où les œufs sont pondus par la femelle et c'est également le lieu de vie des larves. Il est donc essentiel de commencer par supprimer toutes les eaux stagnantes, c'est principalement par exemple les sous-coupes de pots de fleurs, l'arrosoir, des petites coupelles d'eau, un seau, et de limiter le plus possible l'arrosage automatique, le fait de cibler le stade larvaire du moustique, c'est-à-dire en amont, est de très loin aujourd'hui le moyen le plus efficace pour lutter contre les moustiques. Il est très fréquent qu'un petit bassin d'eau stagnante produise suffisamment de moustiques pour affecter un quartier entier. Ouais, effectivement, c'est pas très rassurant tout ce que vous me dites. Merci beaucoup, en tout cas, David Kouadio. On rappelle que vous êtes directeur de Techway Île-de-France, de nous avoir un peu éclairé ce matin sur ce sujet qui gâche évidemment la vie de beaucoup de gens en France. Voilà, les fameux nuisibles. Allez, tout de suite, c'est le témoin de la semaine. Ce matin, on est avec Katia Texera. Alors, c'est une ex-dirigeante d'un cabinet d'architecture qui s'est reconvertie dans l'immobilier. Bienvenue à vous d'ailleurs, on va l'écouter, c'est ça? Bonjour Katia. Sud Radio, on parle IMO, le témoin de la semaine. Bonjour, bonjour. Bonjour Katia. Bonjour. Bonjour Marc, bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. Alors, votre parcours professionnel, il commence après vos études en école d'art et en architecture d'intérieur. Vous avez d'ailleurs débuté chez un constructeur de maisons individuelles. C'était quoi votre rôle, Katia? Alors, oui, effectivement. J'ai débuté dans les bureaux d'un constructeur de maisons individuelles, d'un maître d'œuvre, où en fait j'ai débuté en faisant de l'administratif, en gérant les dossiers clients. Et assez rapidement, mon responsable m'a laissé le droit de toucher aux ordinateurs et puis et m'a confié mes premiers dossiers. Mes premiers dossiers clients en fonction d'un cahier des charges, j'ai eu le droit de commencer à confectionner mes premières maisons individuelles, de les dessiner, de les concevoir eu égard à un PLU, à un terrain confié et puis à un cahier des charges. Donc j'étais conceptrice en maison individuelle. Vous étiez conceptrice en maison individuelle. Devenue maman, Katia, vous décidez de vous lancer toute seule dans l'aventure entrepreneuriale en lançant quelques années plus tard votre propre agence d'architecture. Une aventure un peu compliquée avec la Covid, mais surtout avec la crise énergétique. Pourquoi donc? Oui, effectivement. Le Covid encore, ça a pu passer. C'est surtout la crise énergétique qui est passée... qui a été douloureuse, qui est assez forte. En fait, on est fin 2021. La ministre du Logement de l'époque lance un pavé dans la mare sur les maisons individuelles. L'idée de la maison individuelle qu'on en avait à ce moment précis commence à toucher un peu le fond. On est à bout de souffle. Les banques sont frileuses sur les autoconstructeurs et les primo-accédants. C'est assez compliqué. Je vois mon écosystème bouleversé et c'est vrai que ça a bien changé la donne. En 2022, la crise énergétique a remis un coup dessus. Avec l'augmentation des prix des matériaux, les retards de chantier, la main-d'œuvre. Dans tous ces sujets, on en a parlé tout au long de la saison dans On parle IMO. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à l'immobilier ? L'immobilier, en fait, je me suis posé la question justement en 2022, comment poursuivre mon métier, comment continuer à travailler au sein de la maison individuelle, dans l'habitat, tout en étant aligné avec ce que je voulais en faire, de la finalité qui était de continuer à suivre des primo-accédants, des autoconstructeurs, des projets pérennes et prospectifs. Et en fait, il me semblait évident qu'il allait falloir que je me tourne vers l'habitat existant et non plus la construction. Mais c'est ça. Mais en même temps, à l'époque, vous n'aviez pas forcément une très bonne image des agents immobiliers. Hein. Non, c'est vrai. Non, vrai, même pas du tout. Non, elle était C'était quoi cette mauvaise. image ? C'était quoi pour vous un agent immobilier ? Est-ce que je peux vraiment le dire ? Oui, parlons vrai sur Sud Radio. N'hésitez pas. Bon, il est vrai qu'à ce moment précis, je me dis qu'un agent immobilier a peu de compétences, peu de connaissances sur le produit qu'il vend. En tout cas, c'est l'image que j'en ai.
peu former au monde de l'urbanisme, des possibilités du bâtiment, les matériaux, reconnaître des matériaux tout simplement. Et puis, soyons clairs, le coût des prestations, le coût des honoraires me semble bien trop élevé pour le service fourni. Et pourtant, voilà ce que j'en pense à ce moment précis. Et pourtant, vous avez fini par tomber dedans. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, à vrai dire, à ce moment, en 2022, toujours, mon écosystème donc est bouleversé. Moi, je décide de changer de maison, donc il me faut trouver un agent immobilier pour fournir au banquier le fameux sésame, l'avis de valeur d'un agent immobilier. Donc, c'est là où je vais devoir contacter un agent immobilier. J'en choisis un très bien implanté sur mon secteur. Et en fait, le dialogue se fait tout simplement. La communication, le dialogue. Et de fil en aiguille, nous échangeons respectivement sur nos métiers. Et puis on se dit, tiens, pourquoi pas, il y a quelque chose à faire ensemble peut-être. Ouais. Voilà, exactement. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein. C'est comme ça qu'on pourrait résumer. Merci beaucoup, Katia. Exactement. Merci, Katia Léal, pour cette belle rencontre ce matin. Très belle week-end à vous. Et à très très bientôt. Merci, à vous également. Au revoir. Allez, merci beaucoup, au revoir. On se retrouve dans quelques instants, bien sûr, pour la suite d'On parle IMO, avec notamment le coaching immobilier. À tout à l'heure. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, On parle IMO. C'est la suite d'On parle IMO avec Marc Ezrati dans quelques instants, bien sûr. L'heure du coaching immobilier avec Laetitia Caron, directrice générale de particulier à particulier, PAP.fr. Et pour commencer ce matin, c'est Virginie qui va donc relayer les questions de nos auditeurs. Bonjour, bonjour. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors, je crois que cette semaine, vous nous avez fait une compilation pour nos propriétaires bailleurs et vendeurs qui nous écoutent ce matin. Exactement, Marc. Les lois bougent beaucoup et nos auditeurs se posent de nombreuses questions. Je commence avec une première question qui nous vient de Thierry, dans le Val d'Oise. Thierry est propriétaire d'un 3 pièces qu'il loue à un couple. Seulement voilà, Thierry a laissé passer le délai pour donner congé à ses locataires alors qu'il souhaitait impérativement le vendre. Que peut-il faire? Eh bien, on va poser la question à Laetitia. Bonjour Laetitia Caron. Bonjour Marc. Directrice générale de PAP.fr. Quelle réponse on apporte à Thierry? Alors, en fait, Thierry, il ne faut pas qu'il s'inquiète particulièrement. Il y a toujours une solution, même s'il a passé le moment du congé. Et cette solution, en fait, c'est de vendre occupé. Il faut savoir qu'en fait, on peut toujours vendre son logement, même s'il est occupé. La condition n'est pas de forcément le libérer. Comment ça se passe? En fait, il va donc prévenir son locataire qu'il souhaite mettre en vente. Il va falloir qu'il se mette d'accord avec lui pour que le locataire permette de faire des visites, définir des créneaux de vente, de visite, avec le locataire. Le locataire, en fait, est tenu normalement de laisser visiter jusqu'à 2 heures par jour. Alors, il n'y a pas forcément besoin de 2 heures par jour, mais en tout cas, c'est bien de s'organiser avec le locataire. Moi, il y a un conseil que je donne aussi aux propriétaires et donc à Thierry, c'est par exemple de réaliser une visite virtuelle parce que ça permet de faire une première visite en ligne et du coup ça évite des visites inutiles. Un petit point concernant le prix du logement, c'est important. Un logement occupé, ça se vend en général un peu moins cher qu'un logement vide. La décote varie selon que l'appartement, selon le temps qui reste à courir sur le bail. Plus le terme est éloigné, plus la décote est élevée. Ça va varier aussi en fonction du montant du loyer et de l'âge du locataire. Mais donc voilà, il faut savoir que vendre un logement occupé, c'est pas toujours une mauvaise affaire pour le vendeur parce que notamment ça permet de ne pas attendre que le logement soit vide et donc ça permet de ne pas avoir de vacances locatives. Et puis la décote n'est pas forcément toujours élevée. Voilà, donc ça peut être une solution. Ok, donc pas de panique pour Thierry. Effectivement, il y aura toujours une solution. Virginie, vous avez une autre question pour Laetitia? Oui, Marc, elle nous vient de Carole qui vit sur Toulouse. Alors ça fait maintenant plusieurs mois que son locataire ne paye pas son loyer. Carole avait obtenu un jugement d'expulsion, mais elle a été bloquée par la trêve hivernale. Seulement, celle-ci ayant pris fin au 1er avril, elle se demande comment faire pour réclamer ses loyers. Laetitia, votre réponse? Alors, on va déjà rappeler rapidement ce que c'est que la trêve hivernale. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Donc, c'est la période pendant laquelle on ne peut pas expulser un locataire et c'est une période qui court du 1er novembre au 31 mars.
quel que soit l'endroit où on se trouve. Ça couvre toute la France, toutes les villes. Je précise aussi pour les propriétaires qui voudraient ne pas attendre ou qui auraient l'idée de ne pas attendre la fin de la trêve hivernale, mauvaise idée. Que c'est une mauvaise idée parce que c'est passible quand même de lourdes sanctions et notamment 3 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Donc il faut éviter quand même de se faire justice soi-même. Avec une loi qui s'est durcie encore et qui va encore se durcir. Absolument. Techniquement, parce que là, la question, finalement, au-delà de recourir ses loyers, c'est surtout de pouvoir faire expulser son locataire, j'imagine. Donc, comment ça se passe, une procédure d'expulsion ? Elle est mise en œuvre par un commissaire de justice, on l'appelle comme ça maintenant, avant c'était un huissier, c'est la même chose. Lui-même va faire appel au concours de la force publique, donc il va contacter la préfecture de police, qui va solliciter un rapport du commissariat de police et de l'assistante sociale. Ils vont voir le locataire, et l'un et l'autre, et puis s'ils confirment que les conditions sont réunies pour l'expulsion, eh bien ils vont se mettre d'accord avec le commissaire de justice pour un jour d'expulsion, donc ils vont définir une date, voilà. Et puis ces personnes ou cette famille sera réorientée vers des structures d'hébergement d'urgence ou éventuellement vers des structures sociales. Voilà. Il faut noter que le locataire peut saisir le juge de l'exécution pour obtenir un délai supplémentaire pour quitter le logement. La durée de ce délai ne peut pas être inférieure à 3 mois ni supérieure à 3 ans. Et donc, dans le cas présent, moi, ce que je recommande à Carole, c'est de contacter dès à présent un commissaire de justice pour démarrer la procédure. Elle va lui transmettre le jugement, puisqu'elle a le jugement. Ça, c'est important. Eh ben, en tout cas, Carole, on va lui souhaiter bon courage, parce que j'imagine que cette situation n'est quand même pas facile à vivre humainement. Virginie, on a un peu de temps, une nouvelle question ? Oui, rapidement, Marc, une question de Jeanne, qui est propriétaire d'une maison dans la région de Lyon, qu'elle a mis en vente. Alors, elle a reçu une offre d'achat écrite de la part d'un couple qui a visité le logement et elle se demande si ça a une valeur juridique. Eh bien, Laetitia, votre réponse ? Alors, en effet, l'offre d'achat, c'est pareil, on va rappeler, c'est ce qui permet à un candidat acquéreur de signifier par écrit à un vendeur qu'il est prêt à acheter son bien pour un certain prix. Pour être valable, elle doit préciser les 2 conditions essentielles de la vente. Et ces 2 conditions, c'est quoi ? C'est d'abord de rappeler une description sommaire du bien, qu'on s'assure qu'ils font bien une offre sur le bien concerné. Donc, par exemple, les caractéristiques principales et puis l'adresse. Et puis surtout, le prix de vente qui est proposé. Il peut également ajouter des informations qui vont être utiles pour que le vendeur se décide, et notamment des informations sur le financement. Donc, c'est important de préciser dans son offre comment il va financer. Il faut rappeler d'ailleurs à nos auditeurs que avec les conditions actuelles des prêts bancaires, c'est pas toujours celui qui fait l'offre la plus haute qui l'emporte en termes de prix, je précise bien en termes de prix, mais celui dont l'offre est la plus sûre d'aller jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que c'est important de préciser les conditions de financement. L'offre d'achat, elle ne vaut pas grand-chose juridiquement, elle n'engage pas l'acheteur, puisque lui-même peut s'en défaire, notamment il peut se dédire au moment de la signature chez le notaire. Elle ne crée au vendeur aucune obligation tant qu'elle n'a pas été acceptée par écrit. Voilà. Bon, moi, ce que je conseille, du coup, à notre auditrice, à Jeanne, c'est de garder à l'esprit qu'à partir du moment où elle l'a acceptée par écrit, elle est engagée. Donc, il faut qu'elle réfléchisse bien avant de donner son accord et de faire un retour bon pour accord, parce que elle, ça l'engage. Autant l'acheteur, lui, peut toujours se rétracter, mais le vendeur, il est engagé. Voilà. Donc, ça a quand même une petite valeur juridique côté vendeur. Merci, Laetitia, pour toutes vos explications, vos éclairages. Et merci, Virginie, pour nous avoir relayé toutes ces questions ce matin sur On Parle Imo. Merci beaucoup. Et puis, si vous avez des difficultés, je le rappelle, pour vendre ou louer ou acheter votre bien immobilier, vous nous appelez au 0826 300 300. Vous pouvez également nous envoyer un mail à jeparticipe@sudradio.fr. Voilà, on répondra à toutes vos questions dans le coaching immobilier. Allez, tout de suite, c'est les coups de cœur. Sud Radio, On Parle Imo, les biens coups de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Laetitia Caron, on poursuit avec le coup de cœur PAP. Vous nous emmenez où ce matin ? Cette semaine, Marc, j'ai envie de vous faire respirer le bon air normand. Bien, je crois que vous l'aimez bien, ce bon air normand. Exactement. Je vous emmène à Fontenay-le-Marmion. C'est une petite commune qui est située dans le Calvados, à environ 10 minutes de Caen. C'est une petite commune d'environ 2000 habitants, mais qui est très, très dynamique. C'est une ville qui s'est pas mal développée ces dernières années, notamment grâce à la mobilisation de ses habitants.
Il y a une bibliothèque. Ils organisent des soirées théâtre qui sont très régulières. Les habitants se mobilisent aussi pour transporter, par exemple, les personnes âgées malades ou les personnes qui ont des problèmes de santé dans les organismes. Mais, voilà, donc il y a une vraie solidarité. Mais c'est important dans une ruralité aussi proche d'une grande ville comme Caen, parce que c'est à 10 minutes de Caen. Hein, donc exactement. Et c'est pour ça que j'ai choisi. Alors, le bien, vous allez voir, est chouette, mais moi, j'ai trouvé que l'esprit de ce village, cette petite ville, était aussi très agréable. Ouais, et puis, c'est aussi un village où il y a... il y a la mer pas très loin. Il y a la mer pas loin, il y a une belle église. Voilà, donc c'est vraiment un village très agréable. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce village ? Eh bien, on y trouve une maison. C'est une grande et belle maison familiale qui fait 250 mètres carrés. Je vous ai pris un beau truc, il y a de l'espace. Voilà. Sur un terrain de 8000 mètres carrés. L'ensemble est vraiment super bien entretenu. Les espaces sont vastes. On a une très grande cuisine aménagée qui fait 25 mètres carrés, qui est ouverte sur le salon. Le salon lui-même fait 55 mètres carrés. Il donne sur une terrasse de 90 mètres carrés. Je ne vais pas vous donner toutes les dimensions, mais c'est pour vous donner vraiment l'idée que c'est quelque chose de très agréable. Lumineux, on s'y sent bien. Exactement. Il y a 4 chambres, dont une suite parentale avec salle de bain et dressing. Il y a une salle d'eau, il y a un bureau, et le tout est vraiment en parfait état, avec des belles prestations et une belle terrasse récente. Un bureau, puisque de plus en plus, on est de plus en plus nombreux à aussi privilégier une qualité de vie au travail en télétravail. Exactement. Donc il y a un bureau pour ça. Côté consommation énergétique, je crois que la maison, elle est pas mal non plus. Elle n'est pas trop énergivore. Eh bien, pas du tout. Elle est classée D. Il y a une installation chauffage bois qui est très économique. Et du coup, la facture d'énergie est plutôt raisonnable pour une maison de cette taille-là, puisqu'on est à 2 000 € par an pour une température de chauffage. Le propriétaire le précise, à 22 degrés tout l'hiver. Voilà, donc c'est vraiment très économe. Alors, maintenant, on va parler du budget et du prix. Alors le budget, on est sur un budget, c'est une grande maison familiale, c'est une maison qui est à 450 000 €, donc c'est un budget, j'en ai conscience, mais c'est un budget qui est vraiment correct pour ce style de maison. Et là où il est, localisé où il est. Exactement, et puis compte tenu de l'ensemble des prestations, des équipements, il n'y a rien à faire en arrivant. Voilà, donc c'est un budget familial conséquent, mais qui est justifié. Voilà, et c'est un bien, donc si nos auditeurs ça les intéresse, il suffit d'appeler le standard 0806 300 300. On mettra en contact les intéressés avec Laetitia Caron de PAP. Complètement, puis elle est visible aussi sur notre site, pap.fr. Exactement. Eh ben oui, parfois, pas besoin de se déplacer. Hein, exactement. Peut-être un bon plan, donc. Ok, merci beaucoup Laetitia. Puis Marc, on poursuit avec une vente en viager avec cette fois-ci notre partenaire Viagimo. Alors, ce matin, Laurence, je vous propose de partir à la découverte d'une jolie maison de 151 mètres carrés précisément, qui est située à Bretignolles-sur-Mer. Vous voyez où c'est ou pas ? Oui, en Vendée. En Vendée, exactement, pas très loin des Sables. Texte. À seulement 400 mètres de la plage de la Sauzée. Ah, pas mal. Ouais. Voilà, alors, cette maison, elle est de plein pied. Elle se compose d'une salle à manger, d'un salon lumineux, d'une cuisine aménagée et entièrement équipée, de 4 chambres et d'une salle d'eau. 2 dépendances de 24 mètres carrés, de 32 mètres carrés complètent le bien. Alors, on peut imaginer plein de choses. Dans la première, il y a une chambre, une cuisine et une salle d'eau. La seconde, on a une cuisine, un salon, une chambre et une salle d'eau. On peut peut-être imaginer deux gîtes, pourquoi pas, deux chambres d'hôtes, ou 2 gîtes plutôt, dans cette maison. Ce bien, il est complété par 2 garages et il y a également un terrain de 800 mètres carrés. Forcément, la question qu'on attend tous derrière notre poste, combien ça coûte, cette petite chose ? Eh bien, figurez-vous que cette vente, vous l'avez dit, est en viager occupé. Et elle comprend un bouquet de 131 000 €. Donc ça, c'est le capital qu'on verse à la base, et le versement d'une rente mensuelle de 1 000 € qui sera donc destinée à la vendeuse, une femme âgée de 73 ans. Merci beaucoup pour toutes ces informations à retrouver également sur le site de notre partenaire viagimo.fr. On parle IMO, c'est bientôt terminé. On se retrouve samedi prochain, mon cher Marc. Quel sera le programme alors ? Alors la semaine prochaine, on va parler des méga résidences étudiantes qui poussent un peu comme des champignons un peu partout en France. On va surtout parler de ces très très grosses résidences qui comptent, figurez-vous, jusqu'à 1800 logements dans le même bâtiment.
Il y en a 3 en Ile-de-France. Et donc, on va partir à la découverte de ces méga résidences avec Maël Aoustin, qui est le patron de Duxco Group, le promoteur de ce type de résidence. Et pourquoi est-ce qu'il y a des résidences comme ça? Tout simplement parce qu'il y a une crise du logement étudiant. Ouais. Voilà. Donc, ça va être une très belle rencontre, je pense, la semaine prochaine. Le rendez-vous est noté. Merci beaucoup, Marc. Merci, bon week-end. Allez, à samedi prochain. Merci. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.